Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Trapanel. Voici venu le 3e épisode d'une série d'émissions intitulée Premier Mouvement, qui se penche sur l'apprentissage de la musique. On le sait, tout le monde n'apprend pas la musique de la même manière, et entre la découverte autodidacte des 3 accords du rock et la rigueur du conservatoire, il y a un monde, il y a des mondes surtout, des chemins de traverse, des passerelles et des alternatives. Alors, le 2e épisode abordait la question du conservatoire et la dominante était peut-être un peu négative, mais on va y rester un peu quand même et constater que tout n'est pas forcément si gris et heureusement dans ce mode d'apprentissage. Cette émission, rassurez-vous, sera parsemée d'éclats de lumière. Rappelons que cette série d'émissions n'a pas pour but de valoriser ou dévaloriser une culture contre une autre, mais plutôt de mettre en avant les différentes manières d'apprendre et la façon dont cet apprentissage peut influencer le parcours des musiciennes et des musiciens. Les intervenants de cette émission n'ont pas forcément le profil de l'instrumentiste classique virtuose vers lequel le conservatoire est censé diriger. Ils sont plutôt des musiciens de pop, de rock, de chansons, avec éventuellement des ramifications, jazz, noise et musique expérimentale. Ils ont donc forcément opéré à un moment donné une bifurcation par rapport aux standards et aux objectifs de l'apprentissage classique. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous connaissez déjà bon nombre des intervenants de celui-ci. Arthur de Barry, Lisa Portelli, Rémi Foucard, Thomas et David de Ben Nasser Al-Gandour et Ferdinand se sont déjà exprimés dans le 2e épisode. Les autres seront présentés au fil de l'émission, à commencer par Baptiste. Premier mouvement, épisode 3, c'est sur Trapanel et c'est maintenant. L'émission Trapanel commence. C'est-à-dire que pour que ça arrache bien les oreilles dès le premier accord, le tin, talin, et ben en fait le tin, le premier, il commence en arrachant les cordes par le haut, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Baptiste Dosda est auteur, compositeur, interprète. Il fait de la musique sous le nom de Baptiste and the 73. Encore imprégné par la colère du grunge il n'y a pas si longtemps, sa musique a pris ces dernières années une tournure plus pop et plus apaisée. Mais avant de développer son esthétique musicale, avant d'accompagner Cléa Vincent ou Gilles Caplan sur scène, et surtout avant d'être bouleversé adolescent par la découverte de Nirvana, Baptiste a fait le conservatoire. Et le pire, c'est qu'il a aimé ça. D'autant plus qu'il a eu de la chance, mais ne dévoilons pas tout trop vite. Avant de rentrer au conservatoire, j'avais fait une année dans une école pour tous, c'était à Brest. Quand j'étais petit, j'avais autour de 9 ans, où on m'apprenait un peu des tablatures, des trucs un peu de Georges Brassens et tout. Et c'était déjà super. Et mes parents, déménageant l'année d'après, du coup, ils m'ont inscrit au conservatoire. Du coup, j'ai réappris la guitare depuis le début, quoi, via ce système et via donc le solfège, les cours de solfège, les cours de chant, les cours de guitare classique, de cours particuliers, quoi. Et ça, pendant 7 ans, j'étais bien motivé et tout au début. Et après, avec l'adolescence et tout, bien sûr, un peu, un peu lassé, quoi, de jouer de la musique classique. Mmh. Et puis, après, j'ai découvert le rock assez tard, genre vers 14-15 ans, j'ai vraiment... je pensais qu'à ça, quoi. J'ai arrêté le conservatoire quand on a redéménagé. 7 ans plus tard, et là j'ai fait tout seul que de la guitare électrique sans aucun cours et tout, mais j'avais déjà une super base, quoi. Donc, et alors du coup, quand j'ai fait de la guitare électrique, c'était vraiment que à l'oreille, je lisais plus du tout les partitions, donc il y a eu un peu les deux, mais il y avait vraiment ce background hyper important du conservatoire pendant toutes ces années, quoi. Les cours de solfège, c'était chiant à mourir, mais à un moment, les dernières années, j'avais un super prof de solfège qui nous faisait même, alors que c'est pas du tout
l'esprit des conservatoires, quoi. Mais ce prof-là, il y avait toujours 10-15 minutes dans le cours où il nous apprenait un peu l'improvisation, où fallait improviser en donnant le nom des notes, tu vois, fallait chanter la note et donner le nom des notes tout en improvisant. Donc c'était bien chaud, mais c'était assez marrant. Et celui-là, ce prof-là, il était assez original et du coup, il franchissait un peu les limites, quoi, de l'éducation classique. Donc ça, c'était assez chouette et du coup, nous faisait aussi, bien sûr, comme dans toutes les formations classiques, bosser l'oreille, les dictées rythmiques et les dictées, comment on appelle ça, mélodiques ou harmoniques, dictées de notes, bref. Et ça m'a vachement aidé pour après relever des morceaux une fois que je faisais de la guitare électrique, où je prenais certes quelques partoches à la bibliothèque, mais c'était surtout j'écoutais les CD et bam, je refaisais tout seul, quoi. En février 2025, le ministère de la Culture a annoncé que l'improvisation musicale allait devenir l'une des disciplines principales du nouveau diplôme de fin de conservatoire. C'est au pianiste André Manoukian que revient la mission de développer ce projet. Un juste retour des choses puisque le Manoukian en question, devenu avec les années une sorte de sommité médiatique de la démocratisation musicale, a dit à plusieurs reprises regretter que cet apprentissage en soit absent, tout en faisant remarquer que cet état de fait était relativement récent. En effet, l'apprentissage de l'improvisation a longtemps été présent au conservatoire et Bach, Beethoven, Chopin improvisaient énormément. Jusqu'à ce qu'au XIXe siècle, cet apprentissage disparaisse, les instrumentistes devinrent simples exécutants du répertoire existant, exception faite des organistes, pour qui l'improvisation était une nécessité dictée par l'Église. Ouais, non, mais c'est intéressant. Lisa Portelli. Et que même en classique, finalement, il y avait une grande part d'improvisation. Ouais. Parce que du coup, ça veut dire que les gens étaient autonomes aussi, c'est ça. C'est toute la question, voilà, c'est que autonomie égale liberté, finalement. Et que si tu donnes pas la possibilité à des gens d'être autonomes, ils sont dépendants d'un système. Et à partir de ce moment-là, ils prennent pas leur envol, quoi, tu vois. Et ça, c'est vraiment le problème du conservatoire, ouais, à l'heure actuelle. Ça, y a pas à chier, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Trapanel. Et quand petite fille, je disais à mes parents que je voulais faire du piano, je voulais aller au conservatoire, pour eux, c'était mais tu te prends pour qui ? On n'est pas des riches, quoi. Stéphanie Hackett est autrice, compositrice, interprète. Elle a sorti l'album Chacun pour soi chez Frémo et Associés en 2023 et quelques singles laissent déjà augurer d'un deuxième album à venir prochainement. Elle a d'autres cordes à son arc, faisant découvrir la folk américaine dans les maisons de retraite et enseignant elle-même la musique. On peut aussi la retrouver à la basse avec le groupe Les Clopes. Son parcours musical est atypique, comme une sorte de puzzle dans lequel on peut retrouver des pièces familières, le conservatoire, la pop, la culture orale, mais agencées d'une manière peu commune. Et Stéphanie a pas mal de choses à raconter là-dessus. C'est marrant, tout à coup, effectivement, les musiciens sont formés par le conservatoire deviennent des espèces de fonctionnaires, des espèces d'écrivaillons qui doivent transmettre le patrimoine d'une manière assez filée et tout. C'est comme si la fonction de la musique, c'est plus celle de se développer, de s'exprimer, de trouver une liberté et tout, mais plutôt juste de restituer fidèlement un truc qui aurait été figé. Extrait de l'autobiographie de Miles Davis avec Quincy Troupe, Miles. Je commençais à en avoir vraiment ras-le-bol de la Juilliard. C'était à côté de la plaque pour moi. Je l'ai dit, ce n'était qu'un écran de fumée qui me permettait de traîner avec Dizzy et Bird, mais je tenais à voir ce que je pouvais y apprendre. J'appartenais à l'orchestre symphonique de l'école. On jouait en moyenne 2 notes toutes les 90 mesures, et ça y était. J'en voulais, il m'en fallait, davantage. De plus, je savais qu'aucun orchestre symphonique blanc n'engagerait un petit connard de noir comme moi, quel que soit mon savoir ou ma qualité. J'apprenais davantage en sortant en ville. L'école finit par m'ennuyer. Et puis elle était si orientée blanc, si raciste. Merde, j'apprenais plus en un concert au Mintons qu'en 2 ans à la Juilliard. Quand j'aurais fini mes études là-bas, je connaîtrais un tas de styles blancs. Rien de neuf. Leurs préjugés, leurs conneries me déconcertaient, me rendaient dingue.
Un jour, je me souviens, j'étais en cours d'histoire de la musique. La prof était blanche. Elle était là devant la classe à expliquer que si les Noirs jouaient le blues, c'était parce qu'ils étaient pauvres et devaient cueillir le coton. Ça les rendait tristes, et de cette tristesse venait le blues. Ma main se tendit en un éclair, je me dressai. Je suis d'East Saint-Louis, mon père est riche, il est dentiste, et je joue le blues. Mon père n'a jamais ramassé de coton, je ne me suis pas réveillé triste ce matin, et je ne me suis pas mis à chanter le blues. C'est plus compliqué que ça. Cette conne est devenue verte et n'a plus rien dit. Elle tirait ça d'un bouquin écrit par quelqu'un qui ne connaissait rien à ce dont il parlait. C'était le genre de conneries qui arrivait à la Juilliard. Je finis par m'en lasser. Pour moi, des gens comme Fletcher Henderson et Duke Ellington étaient les vrais génies de l'arrangement musical en Amérique. Cette femme ne savait même pas qui ils étaient et je n'avais pas le temps, moi, de le lui apprendre. C'était à elle de m'enseigner. Si bien qu'au lieu d'écouter ce que elle ou les autres me racontaient, je regardais la pendule et je pensais à ce que je ferais le soir, me demandant à quelle heure Bird et Dizzy descendraient dans le centre. Là-haut, au Mintons, on amenait son instrument, en espérant que Bird et Dizzy vous inviteraient à les rejoindre sur scène. Quand ça arriverait, valait mieux ne pas se planter. Je ne me suis pas planté. La première fois, j'ai pas été génial, mais je me suis défoncé dans mon style, différent de celui de Dizzy, même s'il m'influençait à l'époque. Les gens attendaient la réaction de Bird et Dizzy. S'ils souriaient quand vous aviez fini, ça voulait dire que vous aviez bien joué. Ce jour-là, ils ont souri. J'étais passé de l'autre côté de la barrière, je devenais une star montante, je pouvais désormais faire le bœuf quand je le voulais avec les gros bonnets. C'est à ça que je songeais pendant mes cours à la Juilliard, au lieu d'avoir la tête à ce qu'on m'enseignait. C'est pourquoi je finis par en partir. Ils ne m'apprenaient rien, n'avaient rien à m'apprendre avec leurs préjugés contre toute la musique noire. Or, c'était ça que j'étais venu étudier. Consonne. T. Consonne. R. Voyelle. A. Consonne. P. Voyelle. A. Consonne. N. Voyelle. E. Consonne. L. Je dis pas que c'est pas utile, bien sûr. Dans les études, on apprend Rémi Foucard. le geste le plus approprié, le plus adapté à... je sais pas comment dire. C'est comme un geste de sportif va être le geste, pour courir, pour nager par exemple, va être le geste qui est le plus efficace en termes de rendement, on va dire, sur le mouvement que tu vas obtenir, enfin la vitesse que tu vas obtenir dans l'eau par rapport à l'effort que tu fournis, quoi. Et donc là, par exemple, il y a une vérité qui est absolue, en fait. Il y a vraiment un geste qui va te donner le plus de souplesse, le plus de... Voilà, qui va te donner le plus de mouvement dans l'eau par rapport à l'effort que tu fournis, par rapport au remous, qui transforme en déplacement de ton corps et pas juste en remous dans l'eau. Enfin, il y a vraiment un geste qui est optimal. Et dans la musique, dans la pratique instrumentale, c'est vrai qu'il y a cette forme-là aussi de geste, en tout cas dans le classique, qui est vraiment, vraiment optimale pour, je te dis, pour la souplesse d'archer, pour quelque chose qui va faire le son le plus harmonieux. Par exemple, pour la voix. Pour la voix aussi, il y a un geste qui va te donner, par exemple, le plus de puissance sonore par rapport à l'effort que tu fournis. Ça va être le geste qui fatigue le moins les cordes vocales et qui fait le plus de bruit, qui fait le son le plus plein, etc. Donc ouais, il y a quand même une histoire il y a un geste qu'il est cool de maîtriser. Donc oui, voilà, ça sert à quelque chose. Mais quand t'es autodidacte, tu bricoles. Donc certains se fatiguent. Ça, par exemple, pour la voix, ça, c'est pas bon. Ouais. Mais inventer ses propres recettes, du coup, c'est cool aussi parce que tu te poses peut-être plus de questions aussi. Bon, par contre, j'ai pas choisi mon instrument. Arthur Debarry. Donc c'est vrai que ça participe aussi au fait que, pour moi, ça avait pas beaucoup de sens. Mes petites sœurs derrière... En fait, les deux petites dernières, elles ont moins fait parce que... je pense parce que mes parents, ils étaient un peu plus fatigués et qu'ils avaient pas l'énergie de les forcer, en fait. Alors que nous, les trois premiers, ils avaient l'énergie de nous forcer, de nous contraindre... de nous forcer à faire ce travail-là parce qu'ils considéraient que c'était une chose qui allait être bénéfique pour nous sur le long terme. Que c'était quelque chose qui allait nous apporter des choses dans notre vie.
Et d'ailleurs, je me souviens très bien un jour d'avoir dit à ma mère mais pourquoi je suis obligé de faire ça alors que j'aime pas faire ça ? Et ma mère m'a dit parce que nous on était parents et jusqu'à un certain âge dans ta vie il y a des choses où on sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Alors moi ça m'avait rendu complètement fou, je trouvais ça d'une injustice énorme. Et c'était sa justification, c'était tu le fais même si t'aimes pas le faire parce que je t'oblige à le faire parce que je sais que c'est un jour tu vas me remercier de ça quoi. Bon, force est de constater que je suis pas tout à fait d'accord avec ce principe d'éducation, mais c'est vrai que je ne peux que remercier mes parents de m'avoir fait apprendre la musique très tôt. Parce que c'est vrai que ça a développé des choses sans même que j'ai à le réfléchir ou à le conscientiser, quoi. Tu vois, la justesse de la hauteur de note, ça je sais. Le décompte du temps, je sais. La nuance, toutes ces notions de base de la musique, c'est des choses qu'on m'a enseignées tellement jeune que, en fait, pour moi, c'est à peu près comme la lecture ou l'écriture de ma langue maternelle, quoi. C'est à peu près pareil. Redis encore. Trapanel. Non. Trapanel. Non. Comme mon oreille avait bien été travaillée pendant toutes ces années au conservatoire, après j'avais aucun problème pour décortiquer les morceaux de rock ou de blues ou les trucs comme ça quoi. C'était juste facile, c'était plus facile. Et puis surtout, alors c'est marrant, j'en parlais avec un guitariste récemment là, qui a eu le même genre de formation que moi. Donc lui qui a 55 ans et qui continue à faire plein de concerts et tout, qui disait qu'est-ce que ça t'a apporté et tout. Alors moi je disais l'oreille, tout ça. Et lui, quand je lui ai posé la question, il me disait bah ouais, la confiance en moi. Et en fait j'aurais pu répondre ça aussi parce que en effet lui comme moi on n'était pas très bon à l'école et tout. On était même bon voilà. Il y avait que la guitare où les gens nous disaient ah c'est cool ce que tu fais, c'est bien, machin, où on était un peu mis en valeur ou quoi. Donc en effet, moi je me trouvais toujours pas très bon, mais les gens disaient ah c'est super ce que tu fais quand tout d'un coup je jouais avec mes potes, je jouais à mes potes en troisième ou en seconde des morceaux de Damien Saez ou des trucs comme ça, ils étaient épatés quoi. Donc moi je disais ah bah ouais pourtant c'est vraiment c'est quand même un peu nul, faut dire c'est pas très compliqué et tout. Mais voilà, j'étais un peu mis en valeur, donc ça c'était ça c'est un des trucs en effet m'a apporté le conservatoire, d'être mis en valeur un peu par les copains. Il y avait quand même des choses qui étaient plaisantes. Enfin, j'y trouvais un certain plaisir. De toute façon, moi, je suis un peu comme ça. C'est toujours pareil. C'est que, a priori, c'est non. Et en fait, si je me force un peu, je peux y trouver du plaisir. Et notamment, le cours de violon, il y avait du plaisir qui venait du fait que déjà, je m'entendais très bien avec cette professeure. Voire, j'étais peut-être un petit peu amoureux de cette professeure. Et donc, quand je travaillais et que j'y arrivais, il y avait une gratification parce que j'y arrivais déjà. Et puis parce que elle était contente que j'y arrive et que moi ça me rendait content qu'elle soit contente. Donc il y avait ça, mais effectivement il n'y avait pas par exemple un plaisir de me dire ah ce que je joue c'est trop beau ou ce que je joue c'est vraiment superbe ou c'était plutôt quelque chose de l'ordre de ça me fait plaisir de faire plaisir et je reçois quelque chose quand j'y arrive qui me procure du plaisir. En fait, c'était une boucle assez vertueuse. Assez vertueuse, mais encore une fois, le violon c'est très ingrat, c'est beaucoup de travail, moi j'ai toujours été très fainéant, donc pour moi c'était vraiment... Enfin, fainéant dans le sens où la répétition quotidienne du truc, c'était très contraignant, et puis t'es un enfant, t'as envie de faire autre chose, quoi. Trapanel. Et le solfège, c'était encore autre chose, c'est que le solfège, il y avait l'effet de groupe, donc t'étais un peu comme dans une classe, donc on rigole, on se marrait, on se retrouvait, c'était des gens qui étaient pas forcément, donc comme j'ai dit dans mon cours d'instrument, donc je les connaissais pas forcément, donc tu rencontrais des nouveaux gens. C'était aussi des gens qui n'étaient pas forcément dans la même école primaire que moi, puisque le conservatoire il couvrait plusieurs villes, enfin villages du coin quoi.
Du coup, pareil, tu rencontres d'autres gens. J'ai eu de la chance que mes parents me poussent à continuer, quoi, toi. Ah mais oui. Thomas et David Belnasser Al-Gandour. En plus, quand t'as 14 ans, 15 ans, tu te rends pas compte qu'on te pousse à faire les choses. Parce que moi, c'est comme le cursus scolaire. Tu dois bosser quand t'es à l'école. Tu dois faire bien la musique. Toi, c'est... t'acceptes facilement de faire bien les choses, quoi, toi. De travailler pour faire ce qu'on demande, quoi. Je sais, j'ai donné des cours de violon à des grands-mères. Bah, c'est pas du tout pareil, quoi, tu vois. La motivation, le truc... L'arthrose, c'est terrible. En fait, moi je suis content que mes parents m'ont poussé à continuer le conservatoire, même si je n'ai pas envie à des moments, parce que maintenant j'ai un langage vraiment. Je sais lire la musique, des profs de solfège. Bien sûr. Ça j'ai pas oublié en plus, c'est marrant. En fait, j'ai rien oublié du solfège, quoi. Je suis encore. Toi, t'as rien oublié. Moi, j'ai oublié tellement de trucs, je m'en rends compte. Sur l'harmonie que j'ai appris, enfin sur tout un tas de trucs, de construction, d'accords, de mélodies, même juste de comparaison de musique, d'histoire de la musique. J'ai tellement oublié de trucs par rapport à tout ce que j'ai appris, c'est incroyable. Puis surtout au conservatoire, mais il y avait un truc que j'aimais bien, c'est qu'on chantait beaucoup, on chantait. Tous les élèves du cours de solfège participaient à un spectacle de fin d'année. Il y avait un grand chant où tous les élèves chantaient dans le chœur, pas que ceux qui faisaient le cours de chorale. Et donc on travaillait dans le cours de solfège un chant qui allait être présent au spectacle de fin d'année. Et ça j'aimais bien. Et puis j'aimais bien le rythme, enfin le travail du rythme, tu vois, je veux dire. Tu mets 20 gosses dans une salle de classe et tu leur fais taper de la polyrythmie, c'est assez fun, c'est assez joyeux. Mais j'aimais pas que ce soit obligatoire, j'aimais pas que ce soit à l'heure fixe, j'aimais pas qu'on me contraigne, quoi, qu'on me dise c'est maintenant, ou ça commence maintenant, ou c'est fini maintenant. Moi, si j'ai des enfants, je les mettrai au conservatoire. Franchement. Je trouve que c'est génial. Enfin, du coup, le fait d'avoir été, le fait de donner des cours également aussi. En fait, quand je vois que je donnais des cours de guitare et tout, quand je voyais que j'avais des élèves particulièrement doués et qui ont une satisfaction à lire une partition, parce que parfois, voilà, les enfants de voir qu'ils savent déchiffrer un truc, ils sont contents et tout, ça leur procure. Le cerveau est tellement de la pâte à modeler et tout que je trouve qu'il faut en profiter pour leur permettre d'ingurgiter ça, quoi. Ils sont capables, et je crois que le conservatoire aujourd'hui est peut-être plus qu'il était avant, quoi, qui mettent beaucoup plus l'accent sur des trucs à l'oral, sur l'expression, je sais pas, sur les percussions corporelles. Le gros cliché, mais j'imagine. Il devrait y avoir peut-être des endroits pour former, on va dire, à l'excellence du classique. Ferdinand. Et puis des endroits pour tous les autres musiciens qui vont pas devenir des virtuoses de leur instrument et qui vont devenir autre chose. Et là, du coup, le autre chose, effectivement, c'est un grand fourre-tout, et c'est sans doute pas évident d'inventer cet autre endroit qui existe peut-être d'ailleurs en partie à droite à gauche. C'est sur ces quelques mots de Ferdinand que cet épisode va se terminer, mais une suite s'annonce. Nous avons passé quelques temps dans le monde des musiciens autodidactes, puis quelques temps dans le monde du conservatoire, mais nous le savons, le monde ne se divise pas en deux catégories bien distinctes. Souvent les parcours bifurquent, beaucoup de musiciens relèvent des deux catégories, et la composition constitue un apprentissage en soi, un désapprentissage parfois aussi. Mais n'en disons pas trop puisque ce sera l'objet de la suite. On va se quitter sur les Sparks avec Do Ré Mi, une chanson de 1973, une reprise dont l'original est issu du film musical The Sound of Music, la mélodie du bonheur dans sa version française. Un grand merci aux personnes ayant contribué à cette émission et qu'on retrouvera dans les épisodes à venir. Dans l'ordre d'apparition, Baptiste, Lisa Portelli, Stéphanie Hackett, Rémi Foucault, Arthur de Barry, Thomas et David de Belnasser Al-Gandour, Ferdinand et Didier Vampas qui aura le mot de la fin ce soir, juste avant les Sparks. Faut-il présenter le chanteur des Vampas ? On le fera de toute façon plus longuement dans les épisodes à venir. Il est ici question de Sugar and Tiger, le groupe qu'il forme avec sa compagne et ses 2 enfants. La parole est à Didier, à bientôt sur Trapanel. Trapanel. Et je n'oublierai jamais cette voix qui disait des choses sensationnelles. Sensationnelles.
Mais c'est pas moi qui les ai forcés, hein. Surtout moi je les ai mis au conservatoire quand ils étaient petits. Quand ils ont 7 ou 8 ans, je les ai mis au conservatoire, ils ont appris le solfège, ils ont appris le... Tu vois, Arnold fait de la trompette, je sais pas. Et puis après ils ont arrêté, quand ils ont voulu arrêter, ils ont arrêté. Ils sont mis à la musique, mais je veux dire, je les ai pas mis rock'n'roll, je leur ai pas donné une guitare, une basse petit en disant faites du rock'n'roll quoi. Au contraire, ils sont trop au conservatoire. Parce que je me suis dit c'est normal, on devrait apprendre la musique à l'école. On apprend l'anglais, on apprend les maths, on apprend le français. On devrait apprendre la musique à l'école, tu vois, apprendre le solfège. Et après, pour en faire ce qu'on veut, mais on devrait apprendre le solfège, je trouve, à l'école. Donc je me suis dit, je vais les mettre voilà, au conservatoire, ils apprendront le solfège, après ils se démerderont. Mais au moins, ils auront les bases. C'est pas que je regrette, moi, de pas avoir fait de solfège. Je regrette pas. Je suis très heureux comme ça et je m'éclate et je vis bien ma vie, mais voilà. Je trouve qu'on devrait apprendre ça à l'école. J'aurais pas dû prendre une guitare, faire du rock'n'roll, et après, non, faites ce que vous voulez, apprenez le solfège, et après, démerdez-vous. Et je trouve qu'ils ont appris des guitares, une batterie, ils ont décidé de faire du rock, et bien, tant mieux. Enfin, tant mieux. S'ils jouaient du violon et du piano, je serais content aussi, hein, je m'en fous. Mais je suis content de jouer avec eux, en tout cas, ouais. À bientôt sur Trapanel. Au revoir. À bientôt sur À bientôt sur Trapanel.